Bon, là ça y est, on y est. J'attends que le chat se mette en marche. Moi je vous attends. Je me prépare du thé. Hein, si ça c'est pas trop beau. Ah, je suis pas sûre que vous m'entendiez bien du coup. Ah bah oui, j'avais pas mis le micro. Oh la neuneu. Bon, c'est pas grave, hein. Heureusement je fais ça au début. Je suis un peu cucu. Voilà. Bah, je suis surtout très fatiguée. Je pense que ça se voit, hein. Oh, pas trop en fait sur ma gueule, non même pas. Je sors de 2 jours de déménagement et 2 jours de prise de conscience intensive vis-à-vis de mes parents et de mon conjoint. Voilà. Je vais même utiliser un autre terme. C'était mon amoureux. Voilà. Et ce sont deux pôles importants de ma vie pour moi, la famille et la vie amoureuse, on va dire ça. Et les deux se sont effondrés pendant ce déménagement. Comme quoi, il fallait que ce déménagement... comment dire? C'est pour ça que je le repoussais depuis autant de temps. Voilà. Parce qu'en fait, inconsciemment, je pense que je savais que ça allait faire la lumière sur le traitement que mes parents ont pu avoir sur moi et ont toujours sur moi. Et également sur, du coup, la façon dont ce mec me traitait. Voilà. Puisque, donc là, on va utiliser le terme personne toxique, pervers narcissique. J'ai bien conscience que c'est une boîte où on généralise, on met plein de monde et ça veut rien dire. Mais vous savez quoi? J'en ai marre de faire attention à tous les mots parce que au bout d'un moment, ça devient de la violence envers soi-même. Cette putain de communication non violente finit par devenir violente et devenir une censure en fait. On n'est pas là pour être exact dans les mots qu'on utilise. C'est pas le but de ce groupe. Le but de ce groupe, c'est de briller, de trouver sa lumière. Et des fois, on a besoin de nommer les choses, même si c'est pas exact, en première étape. Voilà. Donc il faut le savoir. Voilà. Donc je vais utiliser ces mots-là. Ça ne plaira pas à tout le monde. Oui, on va mettre des gens dans des cases. C'est normal, c'est pour vous aider à sortir des cases dans lesquelles ces gens vous ont mises. D'accord? Et vous serez libre après de les appeler comme vous voulez, voire de ne pas leur donner de nom. Vous faites ce que vous voulez en fait. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Ok, mais ça peut être hyper libérateur de l'utiliser au début et de vous dire, j'utilise pendant un temps. Pourquoi? Parce que ça me fait du bien. Pas parce que j'ai peur de ce que les autres vont penser, parce que je mets les gens dans des boîtes et que je suis une mauvaise personne. Juste parce que ça me fait du bien et que je pense à moi. Voilà. Ok, on est prêt pour le sujet. Alors, déjà, j'aimerais dire une chose. On va commencer par un truc con. Mais hyper important. Donc voilà. Hop. Qui est présent? Vous pouvez marquer quelque chose dans le chat, s'il vous plaît? Que je vois qui est là. Vous faites un petit coucou. Coucou. Moi, j'ai marqué coucou. Coucou. Qui est là? Qui est là? Who's here, please? Je sais que vous êtes là, hein. Je vois le nombre de personnes qui regardent le live. Salut Maude. Super. Ah, je suis contente que tu sois là. Et la deuxième personne? Haha. Mais je sais qu'il y en a d'autres qui vont arriver après, on est un petit peu en avance. Quoique là, on est à l'heure maintenant. On va commencer par une... Coucou Gwendoline, hein, je suis trop contente que tu sois là. On va commencer par une notion, la première que je vous donnerai. Et vous savez quoi, j'en ai vu beaucoup des vidéos sur les pervers narcissiques, parce que ça a été un sujet que j'ai énormément potassé il y a, il y a peut-être 5 ou 6 ans de ça. Voilà, quand j'ai voulu faire la lumière sur une relation que j'ai eue il y a longtemps. Et que j'aidais les gens qui étaient dans cette situation. Et il n'y a pas de vidéo qui parle de ce que je vais vous dire maintenant. Donc écoutez bien ce que je vais vous dire là, maintenant, tout de suite. Prenez vos cahiers, prenez des notes, parce que le but, ça va être de retranscrire ce que je vais dire sur votre histoire. Prendre ce qui vous concerne, ce que vous avez ressenti, voilà. Donc le premier truc que j'ai à dire et qui est hyper important, vous mettez une grosse croix devant et tout, une étoile pour dire « ouais, ça, j'oublie jamais ».
Un pervers narcissique, dans 90% des cas au moins, si ce n'est 100%, mais on n'a pas de preuve pour l'instant. Un pervers narcissique, dans 90% des cas, en cache un autre. J'espère que vous avez noté ça. Un pervers narcissique en cache un autre. Une personne toxique en cache une autre. Une relation qui vous détruit cache une autre relation qui vous détruit. Une relation qui génère de l'angoisse ou de la sensation de rejet ou du désamour chez vous cache une autre relation du même type. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Moi j'ai été focalisée sur la relation que j'avais avec mon amoureux. J'ai compris maintenant que c'était pas de l'amour, mais voilà, j'étais focalisée là-dessus et je me demandais, mais franchement c'est toxique la relation qu'on a, parce que il y a des moments où je suis heureuse et puis des moments où je suis au fond du trou. C'est les montagnes russes, c'est pas normal. En plus moi, j'enseigne ça, tu vois, mais bon, quand il faut l'appliquer à soi, c'est pas toujours hyper évident, on a moins de recul. Moi, c'est dur pour moi d'avoir la position du thérapeute pour moi-même. Hein, j'ai besoin d'un autre thérapeute. Le regard de l'autre est important, surtout dans ces cas-là. Et en plus, on est dans de l'affect, ça n'a rien d'intellectuel, tout ça. D'accord? Donc, même quelqu'un qui connaît les rouages par cœur et qui a déjà vécu ça plusieurs fois, peut encore retomber dedans. Donc, moi, j'étais focalisée, voilà, sur la relation actuelle, amoureuse. Voilà. Mais en fait, c'était pas possible pour moi de sortir de ça tant que je me rendais pas compte que j'avais une relation toxique avec un de mes parents, voire les deux. Voilà. Et qu'en fait, pour moi, c'était un standard, c'était une normalité. J'ai été programmée là-dedans, je suis née là-dedans. Je suis née là-dedans, pour moi c'était normal, donc pour moi j'ai pensé que c'était de l'amour, en fait. Voilà. Et puis, bah en fait, non. Et du coup, après, on a une vision déformée de l'amour. Maud, t'as regardé Mon Roi hier soir. C'est super, Mon Roi. Hein. Moi, j'aime bien... ce que j'ai préféré, ça n'a pas été forcément de décrypter Vincent Cassel, mais plutôt de décrypter, je ne sais plus comment elle s'appelle, l'actrice, mais la femme qui va vivre sous son emprise, parce qu'en fait... Dès la première fois qu'on la voit, elle a déjà une attitude, si vous décryptez bien le truc, elle a une attitude de proie. Directe. Voilà. Donc, on va commencer par quelque chose de simple. Pourquoi est-ce que c'est important de se rendre compte, de se poser la question, est-ce que j'ai ou j'ai eu une relation qui n'était pas saine avec mes parents? Voilà. Cette question, pourquoi c'est important de se la poser? Parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes malheureux en amour, vous ne comprenez pas pourquoi. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez une vision de l'amour qui est déformée parce qu'on vous a donné une forme d'admiration, des attentes, il y avait des attentes sur vous, etc. Vous avez peut-être été élevé dans punition-récompense, chaud-froid, présence-absence, voilà. Et du coup, vous croyez que ça, c'est de l'amour. Et le jour où quelqu'un, dans une relation amoureuse, vous fait ça, ça va vous paraître normal au début, donc vous allez laisser couler. Sauf qu'au bout d'un moment, vous allez exploser. Et vous n'allez pas comprendre pourquoi. Vous n'allez pas comprendre pourquoi, et vous allez penser que c'est de votre faute, en plus, que vous avez un problème, vous êtes borderline, ou un truc comme ça, quoi. Ça peut aller loin, hein. On peut finir avec un diagnostic de folie, de borderline, de je sais pas quoi. Tout ça parce qu'en fait, juste, c'est pas que nous, on a un problème, c'est qu'on est dans un environnement problématique et qu'on se débat comme on peut là-dedans et qu'on ressemble à un fou, en fait. Voilà, on ressemble à un fou, à un crabe qui se débat là, comme ça. Et on est sur la défensive. C'est normal, on peut pas se relâcher. Donc, c'est important de se rendre compte parce que c'est important de se poser la question parce qu'il est important de se rendre compte que notre comportement est en fonction de l'autre. Voilà. C'est important parce que on se sent pas aimé. Voilà, donc on n'a pas accès à l'amour alors qu'on a une vision en plus de l'amour qui est juste, soi-même. Hein. Vous avez une vision juste de l'amour. Le problème,
c'est qu'on vous a fait croire pendant tellement longtemps que c'était pas ça l'amour que vous pouvez pas y accéder. Il y a comme une barrière entre vous et l'amour. Vous le voyez, vous avez l'impression qu'il y a que les autres qui ont accès à ce truc-là. Et en fait, voilà, ça fait chier, quoi. En fait, ça fait chier. Ça va être du franc-parler aujourd'hui, hein. J'ai le thé qui est prêt en plus, mais je finis ça d'abord. La sensation d'avoir une chape de plomb au-dessus de la tête aussi. Voilà. Quelque chose de lourd qui vous empêche d'avancer dans la vie, quelque chose de lourd émotionnellement. Vous avez l'impression que vos émotions sont écrasées par quelque chose H24. Ça vous empêche de dormir. Il y a une partie de vous qui dort jamais d'ailleurs, hein, vous remarquerez. Il y a une partie de vous qui est en méfiance et même quand vous dormez, vous n'avez pas un sommeil si réparateur que ça, ou alors vous avez un sommeil où vous vous réveillez régulièrement, où vous mettez du temps à vous endormir. Enfin, il y a un truc qui va pas. Ou alors vous faites des rêves semi-conscients, ou alors vous avez des terreurs nocturnes, des gens qui se retrouvent paralysés dans leur sommeil. Vous faites des cauchemars, vous avez des impressions bizarres le matin, des douleurs dans le corps quand vous dormez, vous avez les dents qui grincent. Voilà, donc en fait, c'est ça la chape de plomb, c'est une espèce de sensation que vous êtes freiné émotionnellement dans la vie. Vous pouvez pas vous amuser simplement comme tout le monde a le droit de s'amuser sur Terre. Tout est comme compliqué, sérieux, faut toujours se justifier. Ouais, c'est vraiment comme se balader avec un boulet, quoi. Mais un boulet émotionnel qui est là tout le temps. Et je parle pas d'une personne, là, je parle d'un truc que vous portez, qui est en fait un hôte. Hein. Vous portez un hôte, c'est-à-dire une partie de la personne toxique, la personne qui entretient le lien toxique. On va pas dire qu'elle est toxique, mais elle entretient un lien toxique, voilà. Et en fait, elle vous a empoisonné, elle a mis son venin en vous, et ce venin, il vous freine, et vous n'avez pas pris conscience de ça. Hein. Quand vous prenez pas conscience de ça, en fait, vous le subissez, vous ne comprenez pas pourquoi vous vivez ça. Voilà, alors vous trouvez des fois des explications qui vous font du bien, mais ça tient pas bien longtemps. Au bout de 6 mois, en général, vous vous rendez compte que merde, c'est pas ça. Merde, en fait, je suis peut-être pas borderline. Merde, finalement, le tel traitement, ça marche pas. Finalement, telle thérapie, ça marche pas. Finalement, la méditation, bah, ça m'a aidé, mais ça a pas tout réglé. Y a un truc qui cloche, quoi. Voilà, c'est ça. C'est important de se poser la question parce que sinon, vous allez avoir peur de vous tromper et de prendre des décisions toute votre vie. Voilà. Vous allez avoir un manque de confiance et un manque d'estime personnelle. Alors on va faire la différence entre les deux. Le manque de confiance personnelle, c'est le fait de ne pas avoir confiance dans sa capacité à se protéger, à se défendre, à défendre ses intérêts et ses besoins. Le manque de confiance, il est dû à votre adulte intérieur. C'est votre adulte intérieur qui se dit en fait, je suis nulle, j'arrive pas à me protéger, j'arrive pas à gagner de l'argent, j'arrive pas à être admirée, j'arrive pas à être respectée, j'arrive pas à être reconnue, j'arrive pas à être entendue, putain, fais chier. Voilà. Donc c'est un complexe d'infériorité. Et le manque d'estime personnelle, c'est le manque d'amour pour soi. C'est le fait de ne pas aimer ses émotions, ses sensations, de ne pas s'aimer dans sa vulnérabilité, dans sa vérité, de ne pas aimer sa créativité, son enfant intérieur, son côté artistique, pourquoi pas, son intuition aussi, et de penser qu'on est trop différent, trop sensible. En fait, on commence à se dire, bon, bah, ce qu'il y a de plus beau en moi, ce qu'il y a de magique, ce qui est lumineux, ça pose problème. Donc, comme les autres ne l'aiment pas, je ne l'aimerai pas. Voilà. C'est important de se poser cette question par rapport aux relations toxiques avec les parents, parce que vous pouvez, si vous passez à côté, passer votre vie à avoir peur de décevoir. Peur de vous décevoir, peur de décevoir les autres, peur de décevoir votre père, votre mère, et de toujours vouloir être finalement parfait pour éviter des reproches, par exemple. Alors, je vais faire le ménage avant que mes parents arrivent, pour surtout pas qu'ils me reprochent ceci ou cela. Je vais... je sais pas ce que vous pouvez faire. Moi, mes parents, ils m'attaquent énormément sur tout ce qui est ordre, ménage, l'odeur de ma voiture, ma façon de réagir des fois, ma façon de m'habiller, enfin tout. Ça peut être tout et n'importe quoi. Et en fait, pendant longtemps, j'ai devancé ces trucs-là en me disant, ah, si je fais ça, ils vont me faire un reproche, donc je vais le faire autrement. Et donc, je prenais tout le temps les devants pour éviter voilà, des soucis, quoi. Et dernière raison pour laquelle c'est important de s'intéresser
et savoir est-ce que j'ai des parents toxiques ou pas, est-ce que j'ai eu une relation toxique avec mes parents, c'est que si vous passez à côté et que vous vous en rendez pas compte, vous risquez de ne pas profiter de la vie. De perdre, en fait, d'avoir perdu votre capacité à vous amuser et à profiter de la vie, parce que vous allez rendre tout sérieux, voilà, sans vous en rendre compte, et vous ne pourrez pas cultiver votre enfant intérieur, ou alors vous allez le cultiver, ça va vous faire du bien, mais il y aura comme un plafond de verre, vous ne pourrez pas dépasser ce plafond de verre. Voilà. Alors pendant un temps, vous allez vous dire, ouais, génial, je m'ouvre à mon enfant intérieur, j'ouvre mon cœur, j'ouvre mes sentiments, et puis très vite, un truc va vous blesser, zoup, vous allez retourner dans votre carapace, vous allez tout fermer, tout zinguer, vous enfermer dans votre chambre, pleurer, avoir des angoisses, des trucs comme ça, tu vois. Et puis refuser je sais pas, de vous mettre en couple, refuser l'amour, refuser de vous ouvrir aux autres, refuser de parler de certains sujets. C'est-à-dire que en fait, vous allez avoir la sensation que vous avancez dans le fait de lâcher prise, mais il y a une espèce de limite que vous ne pouvez pas dépasser, quoi. Voilà. Coucou Karine. Karine qui dit coucou, je suis là. Gwendoline, le boulet, ça marche pour une personne aussi. Oui, oui, mais on va pas juger les gens là aujourd'hui, hein, tu vois, de plus en plus. Je suis en train de parler de relations toxiques et pas forcément de personnes toxiques, mais ça n'empêche pas que peut-être vous aurez besoin de vous dire que la personne est toxique pour vous sentir mieux et petit à petit avoir le détachement et ne plus avoir besoin de mettre une étiquette. Vous n'êtes pas obligé, vous avez le droit de mettre une étiquette sur quelqu'un si vous voulez. De toute façon, si vous avez vécu ça, on a mis une étiquette sur votre gueule toute votre vie. Donc, vous faites ce que vous voulez en fait. Voilà, n'ayez pas peur d'être imparfait. En fait, j'ai envie de vous dire, vous êtes la seule personne qui sait ce qui est bon pour vous. Voilà, et même si vous pourriez être jugé pour ça, même si vous considérez que vous êtes une mauvaise personne si vous le faites, si vous avez besoin de le faire, faites-le. Parce que la victime ici, c'est vous, ok? Et le but, c'est de sortir du rôle de victime. Mais c'est pas parce que on sort du rôle de victime qu'on peut pas se dire j'ai quand même subi des choses, j'ai subi des traumatismes, j'ai subi des abus, j'ai subi, etc. Hein? Oh bah dis donc, il y a Anthony qui est là. Coucou Anthony. Je vais me servir mon thé. On va parler à présent d'une notion, une deuxième notion importante. Pareil, vous mettez une super grosse étoile, hein, comme tout à l'heure. Première étoile que je vous ai donnée, un gros déclic important, c'est de vous dire qu'un pervers narcissique en cache un autre. D'accord? Vous avez un pervers narcissique aujourd'hui dans votre vie. Il y a une relation toxique, vous avez des anxiétés, des angoisses face à telle personne, même si vous l'aimez, ou même si vous avez la sensation de l'aimer. Ça veut dire que vous avez déjà vécu quelque chose de similaire dans le passé, et c'est là qu'on s'intéresse aux parents. Voilà. Et tant que vous n'avez pas dézingué la racine, à savoir les parents, en fait, c'est hyper difficile de se défaire de la relation toxique avec la personne dans le présent. Parce que lui, en fait, c'est juste un symptôme. Ok? C'est juste un symptôme. Voilà. Donc ça, c'est le premier tips. Deuxième tips que je vous donne, vous faites une grosse étoile dans votre petit carnet là, et vous notez par rapport à ça que quand on a des relations toxiques dans le présent et qu'il y a eu des choses toxiques dans la relation qu'on a pu avoir avec nos proches, avec nos parents quand on était enfant, on a une vision de l'amour qui est déformée. Voilà, ça c'est important de le dire. Et cette vision de l'amour, elle est déformée par quoi? Elle va être déformée par, je vais sortir un mot puissant, attention, vous êtes prêts? Vous chialez pas, hein? Cette vision de l'amour est déformée par l'inceste émotionnel. Alors on parle beaucoup de l'inceste dans le sens sexuel et physique du terme. Mais là on va parler de l'inceste émotionnel, à savoir le fait qu'on soit rentré dans votre intimité, dans votre espace personnel, dans votre esprit, dans le fait de refuser des besoins ou d'en imposer, d'avoir un jugement de valeur sur vos besoins, voilà, quand vous étiez enfant, dans la famille. Voilà. Donc entre frères et sœurs,
entre père-fille, mère-fille, voilà. On peut parler aussi des frères et sœurs, hein. Attention, hein, là j'ai parlé de parents toxiques, mais on va parler vraiment de tout ce qui est toxique dans l'enfance, d'accord? Les comportements dysfonctionnants, où en fait des personnes, euh, à certains moments, sont parties de leur névrose pour avoir des comportements avec vous. Voilà. Alors, il a peur d'être rejeté, donc il passe son temps à me faire des reproches. Voilà. Elle a peur qu'on la trahisse. Maman, je sais pas, moi, ma mère, elle est comme ça. Elle a pas toujours peur qu'on la trahisse, elle fait confiance à personne. Résultat, qu'est-ce qui se passe? Ma mère, elle est froide. Elle est froide, elle est stricte, elle est capable de pas te parler pendant un mois. Ça la dérange pas, hein. C'est pas un souci pour elle. Ou de monter les autres contre toi. Voilà. Moi, la grande nouveauté, là, elle a monté mon père contre moi. C'est la première fois qu'elle fait ça. Mon père, je pense qu'il le vit très mal. En fait, il y a une loyauté entre les deux, là, j'imagine. Ou alors, elle a une emprise sur lui. Je sais pas comment ils gèrent leur couple, hein. Ça me regarde pas et ça m'intéresse pas. Euh, mais c'est leur responsabilité. Mais mon père m'a croisé ce matin et il a fait comme si j'existais pas. Il a baissé les yeux, il est passé à côté de moi, il m'a ignoré. J'ai dit bonjour, il a pas répondu. Truc de fou. Voilà. Faut imaginer, mon papa, c'est plutôt quelqu'un de très sociable, très aimant, qui a besoin de câlins, qui a besoin de bisous, et là, plus rien. Donc, l'inceste émotionnel, on va en parler. Donc, l'inceste émotionnel, c'est quand on rentre. Il y a deux formes d'inceste émotionnel. Le premier, c'est quand on rentre dans l'intime et qu'on vous impose des idées. On vous impose des câlins. On vous force à faire des câlins, on vous force à faire des bisous. Les parents vous le demandent. Voilà. En fait, ça ne peut pas être votre propre volonté. Vous ne pouvez pas avoir votre propre volonté. On vous dit quoi penser, quoi faire, comment le faire. Parce que de toute façon, vous le faites toujours mal, hein, bien entendu. On vous impose un avis. Alors, on peut vous imposer un avis sur l'autre parent aussi. Ça arrive quand les deux parents se séparent. Alors, je sais pas, maman ou papa va dire que celui qui est parti, il est méchant, c'est pas bien. Donc, c'est imposer, en fait, c'est rentrer de façon intrusive des choses au forceps dans la tête de l'enfant. Voilà, ça, c'est l'inceste émotionnel, c'est une première forme. Une deuxième forme aussi, c'est le fait de rentrer dans l'intimité de force. Donc ça, c'est quand j'ai dit les bisous, les câlins, machin truc, hein, mais sans forcément qu'il y ait de rapport sexuel. D'accord? Mais c'est juste, voilà, l'enfant, il ne peut pas respirer en fait. Il ne peut pas respirer, et bien souvent, ça donne des enfants qui veulent plus de contact physique après, qui veulent que les gens restent loin. Ils sont contents en ce moment qu'il y ait de la distanciation sociale, quoi, par exemple. C'est des gens qui ne veulent plus de contact physique parce on les a violés dans leur contact physique. On va utiliser un terme un peu fort. Ce sont des gens qui ont eu une mère tout le temps sur leur dos, tout le temps à est-ce que ça va, à devancer les besoins, un machin, ils peuvent plus respirer, quoi. Donc ça, c'est une forme d'inceste émotionnel. Et il y a une troisième forme aussi, c'est l'adulte enfant. L'adulte qui remet son bonheur sur les épaules de l'enfant. Donc souvent, on a par exemple parents suicidaires, parents qui a une maladie ou parents qui a une dépression, qui va dire bah, moi je me suis pas suicidé parce que t'es là. Voilà, c'était la seule raison pour laquelle je me suis pas, pour laquelle je suis encore dans ce monde. Je suis malade, j'ai besoin que tu ailles me chercher. T'as 6 ans, t'imagines, t'as 6 ans, ta maman est malade et elle te demande d'aller chercher des médicaments à la pharmacie, de l'empêcher de boire par exemple, tiens, ça j'ai déjà vu. Une mère alcoolique qui demandait à son enfant de cacher les bouteilles. Voilà, ça c'est de l'inceste émotionnel. Là, on rentre, on demande à l'enfant d'avoir une attitude d'adulte et on le met face à des questions d'adulte. Ça peut être aussi des parents qui ont des paroles déplacées sur la sexualité, qui vont parler ouvertement de leur sexualité à leurs enfants, ou des parents célibataires qui vont avoir des ébats amoureux devant leurs enfants, hein, sans faire gaffe. Pour eux, c'est normal, quoi. C'est normal de rentrer avec un nouveau compagnon,
et de faire des bisous et tout ça, et des préliminaires, en disant, ne t'inquiète pas, il regarde la télé, il fait pas attention, quoi. Voilà. D'accord? Donc là, c'est quand on met l'enfant face à une... On lui demande d'être adulte avant l'heure, en étant responsable de... Donc le parent demande à l'enfant d'être responsable de son bonheur, c'est lui qui doit le rendre heureux, ou c'est lui qui l'empêche d'être heureux. Tu vois, je suis pas heureuse parce que t'es là. Je suis pas heureuse parce que, tu vois, là, ce soir, je peux pas sortir. Voilà, c'est ce genre de choses. Et le fait de le mettre face à des discussions d'adultes ou à des événements sexuels d'adultes. Voilà. Donc ça, c'est les 3 formes d'inceste émotionnel. Euh, Et en fait, le problème de l'inceste émotionnel, peu importe lequel vous avez peut-être vécu plusieurs d'ailleurs incestes émotionnels. euh, le problème, c'est que vous ne pouvez pas vous construire par vous-même. Voilà. Vous vous construisez à travers ce qu'on vous pousse à faire, les responsabilités qu'on vous met sur le dos, ou un étouffement. Et en fait, vous ne pouvez pas vous construire librement. C'est pas possible. Impossible. Je suis tombée par hasard sur... Alors, Anthony, je suis tombée par hasard sur ta vidéo live grâce à une notif et le sujet. Waouh! Sujet délicat. Ah bah oui, ça appuie sur le bouton sensible, oui. Bah écoute, tu vois ce que je disais au début, t'étais peut-être pas encore arrivé, c'est que moi je suis en train de faire la lumière de tout ça vis-à-vis de moi-même. Et ce qui est fou, tu vois, c'est que j'ai aidé des gens dans ces situations-là, ça fait des années. Et malgré tout, eh ben, j'avais pas ouvert les yeux sur le fait que moi-même je le vivais. Tu vois, parce que j'avais compris que oui, j'avais rencontré une personne perverse narcissique, oui, j'en avais rencontré, enfin oui, enfin pour moi j'en avais rencontré 2 dans ma vie, mais j'avais jamais fait le lien avec la perversion racine, c'est-à-dire celle de mes parents. Voilà, mes parents, mais également ma sœur. Euh, je suis là un peu pour vous déballer aussi les choses, dans le sens où moi je suis ouverte dans le groupe privé, je peux dire les choses, vraiment ça me dérange pas de m'ouvrir à vous. Je pense que ça peut vous aider à décomplexer aussi. Moi ma sœur, j'ai subi des abus sexuels de ma sœur en fait sur moi. On a 3 ans de différence, elle est 3 ans plus jeune que moi. Mais en fait le problème c'est que mes parents considèrent ma sœur comme un pauvre petit truc fragile parce qu'elle a un handicap mental. Donc ma sœur, elle a tous les droits, y compris le droit d'avoir des rapports sexuels non consentis avec moi-même. Voilà, c'était comme ça quand j'étais petite. Et si je me débattais ou que je la faisais pleurer ou que je me laissais pas faire, je me faisais engueuler, je prenais la fessée, voire plus. Hein, j'ai déjà eu des altercations plus fortes. Là, on est sur un véritable problème. Et une fois, on est allé voir le psy, parce que ma sœur avait un psy, et il m'a vu, parce qu'il a demandé à me voir, parce qu'il a vu qu'il y avait quelque chose qui allait pas dans la famille du tout. Ça a été la première fois d'ailleurs qu'il a dit à mes parents, ça serait bien de lui faire un test de QI, parce que je crois que votre fille est assez intelligente et hors norme, et que du coup, elle doit pas le vivre très bien à l'école. Mes parents n'ont jamais fait ce genre de choses. Hein, ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. Et par contre, moi, je lui ai raconté des choses par rapport justement à ces scènes incestueuses. Il a demandé à voir mes parents avec moi. Et je me souviens très bien qu'il a dit à mes parents, voilà ce que j'ai compris. Donc il a raconté ce que j'ai raconté et je l'avais autorisé. Et il a dit, vous savez que ça, ce n'est pas normal, ça ne se fait pas, vous n'avez pas le droit de faire ça. Et mes parents ont dit, ah non, mais c'est jamais arrivé ça. Voilà. Donc ça aussi, ça c'est un truc que vous pouvez trouver chez des parents avec qui vous avez une relation toxique. C'est qu'ils nieront toujours tout en bloc, même si c'est complètement ce qui est en train de se passer. C'est sous leur nez, c'est sous leur pif tous les jours. C'est eux-mêmes qui ont dit non, tu ne te débats pas. Mais ils diront non, non, mais c'est jamais arrivé. Mais d'où tu sors ça? Mais d'où tu sors ça? C'est pas possible. Mes parents, quand j'étais ado, ils m'appelaient gueule de raie. Parce que je souriais pas, parce que j'étais détruite. Hein. J'en ai reparlé à mon père. Plusieurs fois, je lui ai fait le coup. Tu te souviens, tu m'appelais comme ça quand j'étais ado? Il m'a toujours dit,
Mais pas du tout, mais c'est jamais... Mais d'où tu sors ça? Voilà. Et puis, la dernière fois, je lui ai dit, tu te souviens, il y a 1 an, quand je t'ai rappelé, je t'ai parlé, je t'ai dit, tu te souviens que tu m'appelais comme ça? Et il me dit, mais non, mais tu m'en as jamais parlé. Voilà, c'est ça, voilà. Et c'est ça qui rend fou, ok? C'est ça qui rend fou. Alors, j'aimerais qu'on me fasse le point sur relations toxiques. Qu'est-ce que ça veut dire, relation toxique? Vous savez quoi? On va voir ça sur un point de vue énergétique et spirituel. Parce que si vous voulez un autre point de vue, vous allez voir d'autres spécialistes voilà, qui vous expliqueront les principes psychologiques et tout ça. Moi, ma spécialité, c'est l'énergie, la spiritualité. Une relation toxique, c'est quoi? C'est une relation qui draine votre énergie vitale. Voilà. Ok? Ça veut dire quoi, drainer son énergie vitale? Ça veut dire que vous perdez des bouts de votre âme, vous perdez la connexion à votre âme, et du coup, vous n'avez plus d'énergie de vie. L'énergie de vie, quand vous la perdez, il se passe quoi? Vous avez des angoisses, vous êtes fatigué, vous avez du mal à dormir, vous avez du mal à réfléchir, vous avez plus goût à grand-chose, vous avez du mal à avoir un appétit sexuel. Sauf si la personne vous tient par la sexualité. Ça arrive aussi souvent. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez avoir d'autre? Dépression. La dépression, une espèce de lassitude, vous n'avez plus envie de vous lever le matin, vous perdez goût à la vie. Voilà, c'est ça en fait. Voilà, ça c'est la perte d'énergie vitale. Donc cette personne, dans la relation, vous êtes en train de vous épuiser au niveau de l'énergie vitale. C'est-à-dire que vous êtes en train de donner votre vie. Okay, vous jouez votre vie. Vous êtes en train de donner votre vie. Voilà, et ça, on peut le faire avec les parents quand on est enfant. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. J'imagine bien que vous prenez pas mal de notes. Mais n'hésitez pas, voilà. Je vais me servir le thé. Vous attendez juste 30 secondes, je verse l'eau chaude. Voilà. Voilà. Parce que sinon le thé, il sera jamais servi. Hein, et vous savez à quel point j'aime le thé. Alors, le thé, c'est la seule marque... Enfin, c'est peut-être pas la seule, mais en tout cas, c'est la marque d'amour qui m'a marqué vis-à-vis de ma mère. Je crois que c'est la seule fois où ma mère a pris soin de moi, en fait. Mais vraiment, par amour et pas par devoir. Alors, le truc important avec les parents avec qui on a une relation malsaine, une relation toxique, ce qui déforme en fait votre vision de l'amour, c'est que ils vont vous aimer, mais pas pour vous aimer. Ils vont donner quelque chose qui ressemble à de l'amour, d'accord? C'est-à-dire que vous avez à manger, ok? Vous avez un toit au-dessus de la tête. Quand vous êtes malade, ils s'occupent de vous. Quand on mange ensemble en famille, éventuellement, voilà, on regarde un film ensemble, mais ça va pas forcément plus loin. Et en fait, ils vont vous dire, ça c'est de l'amour. Ok. Non, ça c'est juste les besoins basiques. D'accord? C'est les besoins basiques. Ça c'est les besoins basiques. Ok. Donc, pour se rendre compte, faut se rendre compte que ce qu'il vous donne, c'est pas pour l'envie de vous donner de l'amour, c'est pour l'image qu'ils ont en tant que parents. Il faut qu'ils soient des bons parents. D'accord? Il y a une différence entre aimer son enfant et vouloir être un bon parent, avoir une image de personne parfaite. Voilà, je suis le parent parfait. Sauf que comme ils sont pas capables de se remettre en question, le jour où vous leur dites « oui, mais moi j'aimerais bien être écouté », ils vont vous faire sentir que c'est vous le problème, que vous vous positionnez en victime, qu'ils vous ont tout donné,
que de toute façon, ils vous en donnent de l'écoute. Ben oui, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc comment on s'en rend compte? On s'en rend compte parce que vous avez vécu beaucoup d'ordre quand vous étiez enfant. Les rapports avec vos parents, c'était ordre, manipulation, contrôle. Ok. Euh, et puis, un truc important aussi, c'est les conversations qui ont plus aucun sens. Les conversations qui durent des heures et qui n'ont aucun sens. Aucun sens. Ça part dans tous les sens. Vous essayez de faire passer un message, votre message, il passera jamais. Vous essayez de faire valoir un besoin. Oui, mais j'ai besoin, j'aimerais que tu comprennes, j'aimerais que tu aies un petit peu d'empathie vis-à-vis de ça. Tu vois, je suis un peu triste par rapport à ça. Et non, 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 parce que vous mettez le parent face à un tort. Un tort qu'il ne peut pas accepter, en fait. Et il en est incapable. Il en est incapable. Et donc, il va éviter en fait de dire ah, oui c'est vrai que ça n'a pas l'air facile ce que tu vis tout ça parce que ça demande de l'humilité et de la remise en question. Vous êtes hyper doué là-dedans, mais une personne qui entretient une relation toxique avec vous va présenter la polarité inverse, hein. On est encore dans le yin et le yang. C'est parce que vous êtes très très yin que l'autre est très très yang. Voilà, bon, ok. Et puis du coup vous avez des discussions, vous avez l'impression que vous n'aurez jamais raison. Voilà. Mais vous pensez que vous pouvez avoir raison, alors vous pensez que vous pouvez peut-être gagner une fois de temps en temps, quoi. Mais non, non, c'est pas possible. C'est toujours l'autre qui aura raison. Et vous serez toujours le problème de la famille. Tiens, ça c'est un truc que vous pouvez noter. Se rendre compte, est-ce que vous avez eu la sensation que vous étiez le problème de la famille? Gwendoline, toute mon enfance, j'ai entendu, elle est fatiguée de naissance. Ouais. Forcément, avec une relation toxique parentale, ça épuise. Bah bien sûr, t'avais plus d'énergie vitale, ma cocotte. T'étais en train de jouer ta vie. Et puis elle est fatiguée de naissance, tu vois, ça c'est un reproche. Et en fait, quand on a une relation toxique avec ses parents, on passe son temps à prendre des reproches. Pourquoi? Mais là, on est encore dans l'inceste émotionnel, tu vois. L'adulte ne peut pas laisser l'enfant se construire par lui-même. À chaque fois qu'il y a un reproche, tu vois, c'est comme si j'ai de la pâte à modeler dans les mains et je façonne pour que la pâte à modeler, elle prenne la forme que moi je veux. Voilà. Mais tu sais, pour eux, c'est normal. Moi, mon père, il me l'a avoué, hein. Parce que pour lui, il n'y a rien de mal là-dedans. C'est normal, il assume, hein. Mais il m'a dit, mais on façonne ses enfants comme on a envie qu'ils soient. On les façonne comme nous. Moi, j'étais là, bah, un petit peu. Mais quand tu sens que ça marche pas, que ça les rend malheureux, t'arrêtes. T'as plein de parents qui se remettent en question, qui enlèvent les enfants de l'école normale pour les mettre à Montessori, par exemple, ou qui se disent, bon, lui gueuler dessus, ça marche pas. Je vais faire autre chose. Lui imposer un sport, ça marche pas. Je vais lui laisser choisir son sport. Voilà, c'est tout. Donc voilà, c'est ça, tu vois, c'est ne pas laisser l'enfant se construire par lui-même et lui imposer une espèce d'étiquette à travers des reproches, mais qui sont jamais directs. Tu vois, le reproche de elle est fatiguée de naissance, il est pas direct. C'est ça, la manipulation. La manipulation est toujours indirecte. Ça veut dire que ça sous-entend, c'est un sous-entendu. Ils sous-entendent qu'ils attendent autre chose de toi. Ils sous-entendent qu'il faut uniquement que tu sois en train de sourire, que tu sois uniquement en forme. Et il n'y a que ça qu'ils accepteront de ta part. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Moi, quand mes parents ils m'appelaient gueule de raie, je ne sais pas si vous voyez une raie, c'est comme ça en fait, parce que je souriais pas. Mes parents, en fait, ils étaient en train de dire on aime que quand tu souris, quand tu es heureuse. Voilà. Et quand ça va pas, ou quand tu es neutre, parce que des fois j'étais neutre, on ne t'aime pas. Donc en fait, ça, c'est pas de l'amour. C'est du chantage affectif un petit peu, hein. Ok, et en fait, ça veut dire aussi que les parents vont aimer l'image qu'ils ont de vous. C'est l'aspect extérieur. Tu souris ou tu souris pas. T'es fatigué ou t'es en forme. C'est quelque chose d'extérieur.
le fait que tu sois heureux ou malheureux à l'intérieur, ils s'en foutent à partir du moment où extérieurement t'es plein de vie, même si t'es détruit de l'intérieur, tout va bien. La situation leur convient très bien. Voilà, ok. Parce qu'ils peuvent continuer du coup à sauver la face, personnellement, à se dire je suis un bon parent, regarde mon enfant sourit. Bon, je me doute que ça va pas, parce qu'on a vraiment une relation de merde. Mais tant qu'il sourit, moi, ça va. C'est une façon de pas se remettre en question, tu vois. Le jeu de la relation toxique se joue souvent déjà entre parents et ses propres parents. Oui, bien sûr, mais là, c'est pas votre travail, là. Là, c'est pas à vous de le... Là, vous pouvez pas. Là, tout ce que vous pouvez faire, en fait, vis-à-vis du fait que vos parents, s'ils sont toxiques, c'est qu'ils ont vécu quelque chose de toxique avant. Ouais, c'est souvent des histoires de génération en génération. La seule chose que vous pouvez faire, c'est une bénédiction. C'est-à-dire demander la libération d'une blessure à votre mère, votre père, à votre grand-mère, votre grand-père, votre arrière-grand-mère, arrière-grand-père, et vous remontez jusqu'à... Voilà. Alors, comment on fait ça? Ça, c'est simple. Quand vous vivez un moment où, justement, vous vivez une attaque et ça vous blesse, vous prenez un temps, ok? Vous ressentez. Qu'est-ce que je ressens? Injustice, abandon, rejet, écrasement, stress, fatigue, angoisse, perte de confiance, quoi. Quel est le mot que vous mettez vous dessus? Faut pas chercher loin, hein, vous prenez le premier truc qui vient. Ok, une fois que vous l'avez, que vous avez un mot, vous vous demandez qui ressent ça? Qui a vécu, par exemple, si je ressens injustice, qui a vécu l'injustice? Mon père. Ok. Ah, puis tiens, peut-être ma tante aussi. Ah, mais attends, ma grand-mère aussi. Ouais, et puis ça remonte encore. Attends, mon arrière-grand-mère. Je me souviens, on m'a dit que... ok, et les mariages, les rencontres familiales, tout ça, ça peut être des trucs super intéressants d'ailleurs pour aller chercher, hein. Vous pouvez poser la question, hein. Qui a vécu une injustice dans la famille, qui a vécu un abandon, qui a été très fatigué dans la famille, machin. Et en fait, une fois que vous avez tous les noms, vous leur envoyez une bénédiction. C'est-à-dire que vous demandez à l'univers à ce qu'elle soit libérée de cette blessure. Parce que vous êtes la nouvelle génération. Donc vous êtes celui qui peut libérer les anciennes. D'accord? Vous êtes là pour remettre en question l'ancien. Vous êtes là pour proposer du nouveau. Prenez votre mission à cœur, allez-y. Et en fait, l'univers, il fonctionne à travers l'échange. Donc vous pouvez demander quelque chose en retour. Vous pouvez dire, je demande la libération de l'injustice pour mon père, ma grand-mère, ma tante, mon arrière-grand-mère, et en échange, j'aimerais moi aussi être libérée de cette injustice pour ne pas la transmettre à mes enfants. Et vous allez voir que les choses vont se faire, je vous promets. C'est un truc de fou, ça. Hello, Héloïse. Couper la relation, ne plus leur parler. Oui, mais ça règle pas le problème, en fait. C'est bien, hein. C'est bien de couper la relation, mais c'est une des étapes. La compassion, oui, la compassion, mais surtout envers vous-même, hein. Arrêtez d'être dans la compassion avec vos parents. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Là, on parle de parents toxiques, hein. Ouais, j'ai oublié de mettre le titre, forcément. C'est peut-être pour ça, du coup, t'es arrivé et puis t'as pas vu le titre, je pense. Bon, alors je continue. Donc là, je vais balancer, je vous invite à noter ce qui vous concerne. Les trucs où vous allez vous faire « Ah, bah oui, ça j'ai vécu dans l'enfance avec mes parents. » Tiens, je vais me servir du thé, les amis. Eh, j'ai un débit de parole de malade aujourd'hui, j'ai l'impression, non? On a fini le déménagement cet après-midi, là. C'était un truc de fou. Sans se parler. En mode... on se parle pas. Parce que hier, j'ai tenu tête à ma mère. Enfin, j'ai tenu tête. Je suis pas partie dans les discussions interminables et tout ça, hein. C'est-à-dire, j'ai vraiment tenu tête. C'est-à-dire que... j'arrive pour manger, elle a commencé à me faire un reproche. Je m'arrête et je lui dis
Tu sais, je peux aussi ne pas manger, c'est pas grave. Puis je suis partie en fait. Je suis partie. Je dis c'est pas grave. Puis je me suis cassée. Et elle est devenue folle après. Je l'ai entendue parler avec mon père. Elle avait plus le contrôle, elle est devenue complètement tarée. Après, elle a monté mon père contre moi pour qu'il me parle plus. Et du coup, mon père, il m'a ignoré toute la journée. Il m'a aidé à porter les meubles et tout ça. Mais il m'a pas regardé dans les yeux. Rien, que dalle. Rien. Et à la fin de la journée, quand on a rendu le camion, il m'a fait pas mal de reproches. Mais ça, je vais vous en parler parce que c'est un détail justement important. Donc, comment on s'en rend compte? Dans votre enfance, vous avez vécu ordre, manipulation, conversations qui n'ont aucun sens, contrôle, la froideur, des parents qui soufflent le chaud et le froid, des regards implacides, il n'y a pas de réaction en face. Voilà. Un traitement spécial pour vous. Vous n'êtes pas traité comme les autres. Vous n'êtes pas traité comme les autres. Soit on est tout le temps sur votre dos à vous faire chier, soit les autres sont écoutés, il y a de l'empathie, tout ça, de la part de vos parents, mais vous non. Vous non, jamais, vous comprenez pas. Vous comprenez pas, vous les voyez avec leurs amis, vous les voyez entre eux, vous les voyez avec vos frères et sœurs éventuellement, ça peut arriver aussi des fois. Et les autres ont des attentions et de la considération surtout que vous n'avez pas de la part de vos parents. Fou, truc fou. Donc ça c'est de la torture, hein. Ça c'est une vraie torture. Tac tac tac, vous n'êtes pas écouté. Vous parlez dans le vide. Moi ça m'arrive tellement souvent. Vous parlez, vous dites un truc, en plus souvent c'est un truc important, intéressant qui va faire avancer l'autre. Il vous écoute pas. Vous allez peut-être répéter, éventuellement, l'autre vous écoute peut-être toujours pas, ou alors il va capter juste la fin de la phrase, et si la fin de la phrase l'intéresse, il va vous demander de répéter à ce moment-là, donc vous passez votre temps, soit à pas être écouté, soit à répéter quand ça intéresse l'autre, c'est-à-dire qu'en fait, il se sert de vous comme un objet. Vous dites des trucs, et quand c'est intéressant, il vous écoute. Quand c'est intéressant, c'est même pas quand c'est intéressant, c'est quand ça peut lui servir. Il vous écoute, mais sinon il vous écoutera pas. Il y a un mode on-off chez le parent toxique. Vous l'intéressez quand ça sert ses intérêts, en fait, c'est tout. Sinon, il ne vous écoute pas. Donc vous vous sentez pas écouté. Il n'y a pas d'empathie. Par exemple, moi dernièrement, j'ai vécu quelques crises d'angoisse. J'ai voulu en parler avec eux. Et non, pas d'empathie. En fait, ils écoutent au niveau intellectuel. Et à la fin, ça va être... Ouais, mais de toute façon, t'es trop sensible, t'es trop compliqué. De toute façon, tu te poses en victime. Voilà, de toute façon, voilà, c'est nous le problème. Hein. Oh là là, toujours nous le problème. Vous n'aurez pas d'empathie si vous avez un problème émotionnel. C'est mort. D'accord? Par contre, le parent avec qui vous avez une relation toxique peut vous aider sur d'autres niveaux. Hein, il peut vous aider financièrement, il peut vous aider sportivement. En fait, il va juste vous aider sur ses centres d'intérêt, mais vos centres d'intérêt à vous, ça ne compte pas. Okay, donc des fois, vous allez vous dire, oui, mais quand même, je sais pas, moi je me disais, oh, mon père, quand même, il m'entraîne au tennis, il met du temps. Voilà. Puis il me fait bien sentir que son temps est précieux, donc c'est qu'il doit m'aimer. Bah oui, mais bon, moi, mes sentiments qui sont importants pour moi ne comptent pas pour lui. Voilà, par exemple. Hein. La compassion de la philosophie bouddhiste par rapport à cela. Alors, je connais pas la compassion bouddhiste. Je connais le Tao, mais ça s'arrête là. Et puis, on n'a pas le temps, je crois. Je crois qu'on n'a pas le temps, là, pour... Tu sais, quand t'es dans une relation toxique avec tes parents, et que t'as 6 ans, tu vas pas aller faire de la compassion philosophie bouddhiste. Je suis désolée, hein, Héloïse, mais... mais voilà. Et quand... c'est des gens qui se rendent compte en tant qu'adultes, c'est justement parce qu'ils ont tellement eu de compassion et d'empathie envers leurs parents que eh ben, ils ont subi tout ça. Ils se sont jamais rebellés, ils sont jamais partis, ils se sont jamais mis en colère, ils ont jamais dit
mais merde, en fait, on n'a pas le droit de me traiter comme ça. Tu vois. Donc là, c'est pas ce que je prendrais. Moi, je suis d'accord avec toi, mais je le prendrais pour après. Tu vois, une fois que la personne s'est reconstruite, elle peut faire la paix avec la philosophie bouddhiste et pourquoi pas du Ho'oponopono, hein, voilà. Mais en fait, d'après moi, les personnes qui ont vécu avec une relation toxique avec leurs parents n'ont pas vécu leur adolescence. D'accord. Alors déjà, ils n'ont même pas pu vivre leur enfance, puisqu'ils ont eu une enfance gâchée, puisqu'ils ont été responsables de tout, machin. Ils n'ont pas pu se rebeller et apporter du nouveau dans la famille, apporter quelque chose de sain. C'est ça l'adolescence. Hein. C'est la révolution adolescente est là pour apporter quelque chose de sain, apporter du changement dans la famille. Ils n'ont pas pu faire ça puisqu'ils n'avaient pas le droit ni de se mettre en colère, ni d'avoir raison une seule seconde, ni de s'exprimer, ni d'avoir des sentiments. Et en tant qu'adulte, eh ben, c'est là qu'ils doivent faire tout ça. Donc la compassion, le ho'oponopono, l'amour, tout ça, le pardon, ouais, mais une fois que tu as vécu ce que tu es censé avoir vécu avant d'être adulte. Et là, bah ouais, vas-y, là tu peux te pardonner. Déjà, j'ai envie de dire se pardonner à soi avant de pardonner à ses parents, ce sera déjà pas mal. Et ça sera, peut-être ça vous prendra déjà toute la vie, donc voilà. Voilà. Donc je continue. Pas d'empathie. Sensation d'étouffer. Voilà, vous aurez une sensation d'étouffer. Envie d'être sauvé de votre vie. Envie d'un sauveur, de quelqu'un qui... Vous cherchez quelqu'un du regard. Quelqu'un qui va vous redonner goût à la vie. Et c'est là qu'on tombe avec des amoureux chelous, hein, ou des amoureuses cheloues, hein, et qu'on va répéter le truc. Toute personne qui vous fera ressentir que vous êtes vivant, vous allez l'admirer. Vous allez faire « Ah, t'es mon sauveur ». Mais l'admiration, c'est pas de l'amour, attention. Attention. Et ça crée la dépendance, puisque du coup, vous lâchez votre pouvoir à l'autre. Donc faites attention à ça. Donc voilà, ce besoin d'être sauvé de sa vie, vous priez pour qu'il se passe quelque chose dans votre vie, quand vous êtes enfant, quand vous êtes ado. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas, vous comprenez pas trop ce que c'est, mais putain, faut qu'on vous sorte de là. Donc j'ai parlé de l'énergie vitale. Donc l'énergie vitale, voilà. Quand vous êtes dans une relation toxique avec votre famille, et que vous vivez de l'inceste émotionnel par exemple, eh bien vous perdez votre énergie vitale. Voilà. Et donc c'est une perte d'âme. C'est le syndrome du vampire, hein, sauf que ça peut être complètement inconscient. Hein. C'est-à-dire que en face de vous, vous avez un vampire qui suce votre âme. Lui, il en aura jamais assez, et peut-être même qu'il se rend pas compte. Je veux dire, moi, mes parents, ça se voit pas. D'accord. Et pour moi, waouh, c'est les meilleurs parents du monde, en apparence. Franchement. Attends, c'est un truc de fou, mes parents. C'est waouh. Mais en attendant, moi, ils me connaissent pas, mes parents. Ils savent pas qui je suis. Hein. Ah non. Ah non. Ils croient qu'ils savent qui je suis, mais ils passent leur temps à me faire des reproches et à vouloir que je sois quelqu'un d'autre. Donc non, ils savent pas qui je suis. Donc voilà, votre perte d'âme, parce que eux aussi ont perdu des bouts de leur âme dans le passé. Hein, c'est une histoire qui se répète. Voilà. Ils vous traitent comme on les a traités, hein, en partie. Vous allez vivre aussi des angoisses. Alors les angoisses, c'est très important de comprendre ça. C'est-à-dire que vous allez vivre du stress parce que ce que vous vivez avec ces gens-là, ça n'a pas de sens en fait. Voilà, les relations avec vos parents n'ont pas de sens, n'ont pas eu de sens. Et le problème, c'est qu'après, les prochaines relations risquent de ne pas avoir de sens non plus, hein, des fois. Peut-être pas à chaque fois, mais si vous tombez sur d'autres personnes qui ont les mêmes... vous allez attirer des gens qui vont vous traiter pareil. Ok. Et donc, vous allez passer votre temps à vous remettre en question. Et c'est ça, les angoisses. Là, on est encore sur le yin et le yang. Comme l'autre se remet jamais en question, vous allez tout le temps vous remettre en question. Tout le temps. Voilà. Et plus vous vous remettez en question,
moins l'autre va se remettre en question. En fait, c'est insupportable. Et alors pourquoi vous remettez toujours tout en question? Enfin, pourquoi vous vous remettez en question? Pourquoi vous réfléchissez sur vous? Pourquoi est-ce que vous êtes toujours dans l'empathie? Pourquoi est-ce que vous vous dites toujours ah oui mais ça j'aurais pu le dire mieux, j'aurais pu le dire peut-être plus respectueusement et là ça serait peut-être mieux passé, peut-être il m'aurait considéré à ce moment-là, machin. Vous allez vous demander où est-ce que j'ai merdé, comment on fait pour leur plaire, comment on fait pour être aimé, voilà. Comment on fait pour avoir de l'affection? Je trouve pas la solution. Mais il n'y a pas de solution en fait. C'est ça le problème, c'est ça qui va vous rendre fou. Vous cherchez une solution qui n'existe pas. Et le problème en fait, quand vous avez des angoisses comme ça, c'est que ça crée un clivage chez vous. Ça va créer un clivage, c'est-à-dire que cerveau gauche, cerveau droit ne vont plus réussir à communiquer. D'accord? Ça veut dire que votre mental et votre créativité ne peuvent plus se parler. Pourquoi? Parce que vous allez compartimenter, c'est-à-dire que avec vos parents, vous allez faire, quand vous êtes enfant, vous allez faire fonctionner la partie mentale. Vous allez devenir stratégique. Pourquoi? Parce que vos enfants, mais c'est pas faux ce que je viens de dire. Vos enfants, parce que vos parents vont se mettre en position d'enfant, hein, et c'est vous l'adulte. Mais on vous traitera toujours comme un enfant, donc vous aurez l'impression toute votre vie d'être un enfant inachevé, voilà. Hein, vous aurez toujours cette sensation que je suis pas vraiment adulte. Voilà. Hello Mélodie. Ouais, bah écoute, il y aura le replay, c'est pas grave, c'est en retard. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, parce que vos parents, donc ils vont vous pousser à utiliser votre mental, parce qu'il va falloir que vous soyez parfait. Il va falloir que vous réfléchissiez à... Alors si je dis ça, il va me dire ça. Si je fais ça, il va me faire un reproche. Il faudrait que je fasse ça parfaitement pour peut-être avoir un peu de reconnaissance. Il faudrait que je fasse ça pour pas qu'il me rabaisse. Faut pas que je fasse ça, sinon il va me culpabiliser, hein, et il va pas me parler pendant plusieurs jours. Et donc vous vivez que en fonction de l'autre. Et quand vous vivez en fonction de l'autre, c'est votre mental qui vit. Et du coup, votre part créative ne pourra s'exprimer que quand vous êtes en dehors, dans votre chambre, avec vos amis ou ce genre de choses. Et du coup, vous apprenez à faire on-off, passer de l'un à l'autre. Je rentre à la maison, je vois mes parents, je passe en mode intellectuel. Je suis dans ma chambre, je peux dessiner, ou je peux voyager dans ma tête, ou je suis dans la nature avec les animaux, je passe en mode créatif. Et en fait, ça va compartimenter et cliver les deux parties de votre cerveau qui apprendront à ne pas fonctionner ensemble. Voilà. Alors en plus, l'école fait déjà ça, hein. L'école fait déjà ça, puisqu'on vous dit t'es en classe, t'es en mode intellectuel, t'es dans la cour de récré, t'es en mode créatif. Voilà. Et puis, tu viens à l'école, t'es en mode intellectuel, tu rentres à la maison, t'es censé être en mode créatif. Mais vous êtes fatigué aussi parce que vous ne pouvez plus vraiment vous mettre en mode créatif. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Parce que vous êtes déjà en mode intellectuel à l'école. Et en plus, à la maison, il faut que vous soyez un putain de bon stratège. Parce que sinon, ça va vous coûter très cher. Vous allez payer cher. Et c'est ça le problème avec les parents avec qui vous avez une relation toxique. C'est que tout vous coûte cher. Tout est grave. Tout est grave. Vous vous trompez. Vous faites je sais pas moi. Ah, j'ai fait une auréole avec la tasse la dernière fois. C'est grave, c'est la fin du monde. Alors qu'on s'en fout, on fait un petit coup de chiffon et c'est fini. Voilà, tout prend des proportions, c'est disproportionné. Tac, tac, tac. Donc j'ai mis pas mal de trucs dans le post. Je vous invite à le relire. Où j'ai mis des... Je vais le relire vite fait, tiens. Allez. Je vais le relire vite fait. Voilà. Donc les symptômes, angoisse, dépendance affective, tout prendre au sérieux, sans jamais vous amuser, colère refoulée, vous n'arrivez pas à vous mettre en colère, mais vous êtes tout le temps en colère quand même. Votre colère est tournée vers vous, vous faites du mal, vous pouvez vous automutiler, avoir besoin tout le temps de l'avis des autres, vous avez une décision à prendre, vous appelez les copines, vous appelez vos parents, enfin vous savez pas prendre une décision tout seul. Vous avez pour mission de rendre vos parents heureux, vous avez peur de les froisser tout le temps, vous avez l'impression sans arrêt de marcher sur les œufs avec vos parents.
hein. Toujours marcher sur les œufs. Voilà, quand on a tout le temps la sensation qu'on marche sur des œufs, on devient un stratège en fait. Voilà, c'est ça. Et par rapport à vos parents, vous n'avez jamais gain de cause avec eux. Vos émotions ne comptent pas à leurs yeux. Quand vous agissez en votre âme et conscience, cela les frustre au plus haut point. Au moindre faux pas, ils vous tombent dessus, ils devancent vos actions. Hein, par exemple, vous ne pouvez pas prendre d'initiative. Un exemple, il y a un ami de mon père qui est venu nous aider pour le déménagement. J'ai quand même 34 ans, bordel de merde. Je suis une adulte. Et mon père me dit, dis donc, tu feras un petit cadeau à Philippe, tu lui achèteras des petits chocolats. En plus, il me dit quoi acheter, quoi. Je suis adulte. C'est à moi de voir si je veux lui acheter des petits chocolats ou quoi. Parce que moi, je voulais faire quelque chose. Mais du coup, il a devancé ce que je voulais faire. Et je me sens pas libre vraiment de faire ce que je voulais. Donc, ce que j'ai décidé là, c'est effectivement de le remercier comme moi j'ai envie de le remercier à ma façon. Et du coup, ça va sûrement être un dessin ou quelque chose comme ça. Aussi parce que je suis légèrement en réaction, hein, mon ego il est pas très content, donc j'ai pas envie d'acheter des chocolats, j'ai envie de faire autre chose. Donc ça c'est encore en réaction vis-à-vis de mon père, donc c'est pas forcément très bon, mais c'est pas grave, c'est ok pour moi, j'accepte de pas être parfaite, c'est bon, c'est pas grave. Donc voilà, c'est ça, hein, devancer vos actions, c'est... Tu vas sortir dehors, il fait froid, t'as même pas le temps d'avancer devant la porte qu'on te dit t'oublies pas de mettre ton manteau, hein, il fait froid. T'es toujours un enfant de 4 ans dans leur tête, ils doivent toujours te dire ce qu'il faut faire, comment le faire. Voilà, donc vous pouvez pas prendre d'initiative, et ça c'est de l'inceste émotionnel. Ça c'est de l'inceste émotionnel. Hein, on vous façonne émotionnellement. Voilà, vous pouvez prendre aucune initiative en leur présence. Parfois, vous parlez dans le vide. Voilà. Il y a encore du monde là. Vous êtes toujours là, toujours intéressé. On continue ou on continue pas? J'ai encore 2-3 trucs à partager. Je vais vous partager un truc quand même important. J'ai tiré des cartes avec le symbolon. Si vous connaissez pas, le symbolon, c'est un truc de fou. Voilà. Alors je suis désolée, on va avoir à partir de maintenant un éclairage de merde. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc j'avais tiré des cartes du symbolon. Moi j'aime beaucoup utiliser le symbolon pour quand je sens que je vais pas bien. Hop. Tac, ça c'était le tirage de quelqu'un. Voilà, parce que je fais des tirages hein, aussi aux gens. Hop, voilà. Ça c'était le tirage pour Caroline. Caroline qui regardera sûrement le replay. Je t'embrasse fort. Je lui ai fait le tirage de l'enfant intérieur avant-hier. Ou avant-avant-hier. Avant-avant-hier. Avant que je parte pour le déménagement. Et donc, moi, je me suis fait un petit tirage à moi. Voilà. Où j'avais 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Voilà. Un moment où j'avais des angoisses et j'étais là, mais putain, j'en ai ras-le-bol. Pourquoi j'ai encore des angoisses? Et puis je me suis dit, tiens, comment je fais pour me libérer là? Ok, Maud, tu prends les 2-3 trucs. Donc j'ai tiré les cartes. Donc j'ai eu une première carte. Mais à ce moment-là, j'étais pas du tout consciente que j'avais des parents toxiques. Hein, attention. Ok, donc j'ai le vampire. Hein, donc on a la force bélier-scorpion. Hein. Bélier et scorpion. Vampire. Deuxième carte que j'ai eue. Ah ouais, c'est ça. C'est la veuve que j'ai eue en deuxième. Voilà. La veuve. Donc c'est le deuil, faire le deuil. Solitude. Ok. Je sais plus comment elle s'appelle celle-là, mais c'est le fait d'avoir 2 âmes dans un cœur. Donc ça c'est la réunion du moi en fait. C'est quand on a une partie aimante et une partie... c'est l'intérieur et l'extérieur. Hein. On voit une femme qui allait un petit, donc ça c'est le cancer.
c'est-à-dire le fait d'être maternel, très doux à l'intérieur, donc ça c'est moi, je suis Cancer. Et Taureau à droite, où on a une femme plus dans le miroir, plus voluptueuse, une Vénus, voilà. Donc une femme qui est plus une amante, ok. Donc ça c'est l'aspect extérieur. Et on a une seule femme qui a deux reflets, voilà. Donc c'est deux âmes dans un seul cœur. Donc je vais apprendre du coup à ne plus me battre, mais à être les deux en même temps, à accepter le fait que ces deux parts de moi sont très proches de moi, voilà. Et la dernière que j'ai, voilà, c'est donc cette carte-là, on peut voir du coup, c'est le mage. Le mage qui crée la vie en éprouvette, hein, c'est un fœtus artificiel. Voilà, donc ça veut dire qu'on a une idée préconçue de la vie et qu'on force la vie à être comme nous, on imagine qu'elle doit être, et à ne pas l'accepter comme elle est. Donc voilà, ça ce sont les étapes que je dois vivre en ce moment. Et pourquoi je parle de ça? Super important que je vous dise ça. Pourquoi je parle de ça? Parce que je pense que ces cartes peuvent vous aider. Je pense que ces cartes peuvent vraiment vous aider. Je pense que là, j'ai peut-être même un processus de guérison qui n'est pas que pour moi. Je suis pas sûre qu'il soit que pour moi. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai pris la première étape. Donc, première étape, c'est celle-là. C'est-à-dire, cette étape-là, qu'est-ce que j'ai noté? Le vampire, pénétration de l'âme, viol, esclavage, victime, mort-vivant. Une partie de moi est morte, c'est attaché à une personne toxique. J'en ai fait mon bourreau. Ah oui, je me sens sa victime. J'espérais qu'il me donnerait des éléments de vie. Voilà, j'ai tiré profit de son énergie vitale et il a tiré profit de mon énergie vitale également. Maintenant, je m'étonne qu'il me domine. C'est moi-même qui me suis faite victime en appelant cet occupant en moi. Voilà, donc c'est une carte qui prévient pour les relations dangereuses. On a un hôte à l'intérieur de nous et on a un vampire en face de nous. Voilà. Ok? Et cet hôte, il faut le démasquer. Et alors, pourquoi le vampire? C'est ça qui est important surtout. Ça, c'est une clé importante que je vous donne. Le vampire a peur de la lumière. Alors, vous n'allez pas le traîner dehors en plein soleil, hein, c'est pas ça. Mais le vampire, il a peur de deux formes de lumière. La première, c'est celle de la vérité, c'est-à-dire d'être démasqué. Qu'on voit son vrai visage. Parce qu'en fait, le pervers narcissique, on va utiliser ce terme-là, d'accord? Il va faire en sorte que le visage agréable et aimant du parent parfait, par exemple, ou de l'amant parfait, aux petits soins avec vous, il va faire en sorte que cette image-là, et qui n'est qu'une image extérieure, que vous pensiez que c'est son vrai visage. Voilà. Vous allez penser ça, vous allez vous dire, et pourtant, il m'aime, puisqu'il me fait... ma mère, quand elle veut me donner de l'amour, comme ça, elle me fait des côtelettes d'agneau. Elle sait que j'adore ça. Bon, ça doit être la seule viande que je mange. Mais, c'est une façade. Pendant longtemps, je me suis dit, ma mère m'aime parce qu'elle me fait des côtelettes d'agneau. Ok? Le fond, c'est pas ça. Le fond, c'est la tête qui fait quand il n'y a plus d'expression faciale, ou quand il vous regarde comme ça, ou quand il y a des reproches. Ça, c'est le vrai visage, voilà. Et donc, le vampire a peur que vous fassiez la lumière là-dessus, que vous découvriez quelle est la partie masque et quelle est la partie la vraie personne qu'il est, en fait. Et bien souvent, ce qu'on croit être le masque, en fait, c'est ce qu'il est vraiment. Okay, il se prend pour ça. Il a intégré cette identité-là. Donc du coup, vous voyez par exemple les masques dans les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, le rigide, par exemple. Ma mère, c'est une rigide. Bon. C'est pas un masque. C'est qui elle est vraiment. Et en fait, le masque, c'est quand elle fait s'attendre. Parce qu'elle fait s'attendre toujours. La mère aimante et tendre qui fait du thé et qui fait des côtelettes d'agneau. C'est toujours pour demander quelque chose ou pour réparer le fait que pendant un mois elle m'a pas parlé, par exemple, parce que du coup elle se sent mauvaise mère, elle sent qu'elle dégage une mauvaise image d'elle-même. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Ok, donc là c'est cette lumière là, et la deuxième lumière qui fait hyper peur au vampire parce que ça peut le tuer, c'est votre lumière intérieure. Alors
savez quoi? On va faire un petit exercice. On va faire un petit exercice pour la lumière intérieure. Alors moi, pour cette première étape du vampire, hein, j'ai demandé 2 alliés. Ok, donc j'ai Hermès le messager. Voilà, Hermès le messager qui est une recherche de légèreté et de messages spirituels. Okay. Et hop, je sais plus comment elle s'appelle celle-là. Et celle-là, qu'est-ce qu'elle disait? Ah voilà, s'entourer de gens positifs. Celle-là, elle dit s'entourer de gens positifs, mieux analyser la situation, sortir de l'illusion parce que toute illusion est un baume pour mon ego et un poison pour mon âme. Notez-le. Toute illusion est un baume pour mon ego et un poison pour mon âme. Donc voilà mes 2 alliés. Hein. Voilà mes deux alliés. Merde, surtout pas le vampire, voyons. Hein, m'entourer de gens positifs, retrouver la légèreté et avoir des messages spirituels. Et transmettre aussi. Et voilà, sortir de l'illusion, car toute illusion est un baume pour notre ego et un poison pour notre âme. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut prendre du recul, arrêter de se faire des illusions et se débarrasser de toutes ces représentations de l'autre qui sont fausses. Donc ça, c'est pour m'aider. Donc comment on fait pour libérer la lumière intérieure qui va tuer le vampire? Alors ça va pas tuer le vampire, je vous rassure, mais ça va tuer la noirceur de la personne. C'est-à-dire que vous allez récupérer votre énergie vitale déjà. Hein. Vous savez que vous ne pouvez pas couper le lien. Ça m'énerve. Franchement, le travail avec les bonhommes allumettes, c'est super intéressant, mais c'est très risqué. Vous pouvez pas, c'est dangereux, je trouve, de couper le lien, ok, tant que vous n'avez pas récupéré votre énergie vitale. D'accord? Pourquoi? Ou votre aura. Vous pouvez laisser votre aura chez l'autre. Hein. Putain, moi, ça m'est arrivé. Parce que vous ne pouvez pas couper avec l'autre s'il a des parts de vous. Vous ne pouvez pas couper avec vous-même. Vous allez dire, bah non, enfin, votre âme, elle va dire, bah non, tu ne peux pas couper. Regarde, il a ton aura, tu ne peux pas couper. Sinon, tu perds ton aura. Enfin, comment tu fais? Merde. Voilà. Donc, premier truc, première étape. Moi, je vous invite à faire de la visualisation. Vous mettez un son de tambour dans vos petites oreilles, là. Vous fermez les yeux. Vous allez dans votre sanctuaire. D'accord? Donc, c'est votre jardin intérieur. Moi, c'est devenu de nuit. C'est un endroit dans la nature, près d'un ruisseau. Ça ressemble pas mal à Pandora la nuit, comme dans Avatar. Hein, il y a des lumières. D'ailleurs, moi-même, j'ai plein de lumière sur moi. C'est très joli. Et donc, vous allez dans votre sanctuaire. Vous créez votre sanctuaire si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez en avoir plusieurs aussi. Hein, ok? Et vous invitez une représentation de l'autre dans votre sanctuaire, d'accord? Dans votre sanctuaire, il ne peut rien vous arriver. Si tu claques des doigts dans ton sanctuaire pour que l'autre il disparaît. Vous êtes tout puissant dans votre sanctuaire. Et personne ne peut rentrer sans votre autorisation. Et donc, une fois que vous êtes dans votre sanctuaire, en visualisation, je dis bien, vous vous connectez à ce que vous ressentez. Il y a des endroits où vous allez ressentir un vide intérieur, d'accord? Alors, le vide intérieur, ça fait mal. D'accord? Vous allez avoir un chakra qui est verrouillé. Vous avez la gorge serrée, par exemple, c'est le chakra de la gorge où il y a qui est verrouillé. C'est-à-dire que la vérité ne peut plus sortir, ou alors vous empêchez la vérité de sortir. Bon, vous vous empêchez de vous mettre en colère, par exemple. La colère est l'expression de la vérité. Vous pouvez avoir dans le cœur, vous pouvez avoir mal au crâne, vous pouvez... Voilà, allez chercher où est-ce que vous avez mal. Vous regardez l'autre. Vous positionnez les chakras sur lui. Alors si vous ne les connaissez pas bien, vous cherchez chakra. Vous trouvez une image, vous allez voir qu'il y a un chakra ici, un là, et puis en dessous, je ne peux pas vous montrer. Donc vous visualisez l'autre dans votre sanctuaire. Vous visualisez ces chakras. Les chakras où vous avez mal, vous regardez chez l'autre. Ok? C'est lui qui a l'énergie vitale de ce chakra. Okay? Soit il vous l'a piqué, soit vous lui avez donné par dépendance affective ou par loyauté. Okay? Récupérez. Alors pour récupérer, vous émettez juste l'intention de « je récupère ». Vous pouvez dire
mentalement, intellectuellement ou à haute voix, c'est à moi. Je suis, c'est à moi. Ça m'appartient. Vous allez le récupérer. Vous allez voir le lien qui se fait entre votre chakra et entre son chakra et le vôtre, et l'énergie vitale qui revient vers vous à travers ce lien-là. Ça va vous faire un bien de malade. Vérifiez aussi si l'autre n'a pas votre aura. Votre aura, c'est votre protection. Il peut avoir quelque chose de très lumineux autour de lui, et vous, rien du tout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, vous pouvez pointer l'aura et dire c'est à moi. Si c'est à vous, ça vous reviendra. Si c'est pas à vous, ça vous reviendra pas. Mais dans tous les cas, il y a au moins quelque chose qui va vous revenir. Bien sûr, l'autre a son aura. Et encore, certaines personnes, leur aura, c'est une catastrophe. Vous pouvez récupérer une partie, en fait. Parce que peut-être que la personne n'a pas pris tout votre aura, mais juste 30%. Ok, donc son aura est 30% plus lumineuse que ce qu'elle devrait être. Reprenez. Ok, vous reprenez votre énergie vitale. Et vous allez voir que quand vous avez repris votre énergie vitale, les liens se coupent tout seuls, il n'y a rien à faire. Que dalle! Rien! Rien! Ça, c'est pas quelque chose qui se force, le fait de couper un lien. Qu'est-ce que tu crois que tu peux couper un lien? Un lien, c'est comme un animal sauvage, ça se dompte pas, tu lui dis pas t'es coupé, t'es pas coupé, t'es sage, t'es pas sage. Non, un lien, tu ne peux pas le contrôler. Tu ne peux pas. Voilà. Donc, il n'y a rien à faire. Une fois que vous avez récupéré votre énergie vitale, vous allez vous regarder, vous vous posez, vous profitez de la sensation de retrouver cette énergie, cette assurance, cette confiance, cet amour de vous. Et vous allez voir les liens se couper et l'autre peut-être même disparaître. Une fois que vous avez récupéré votre énergie vitale, c'est pas fini. Vous pouvez le faire en 2 fois. Hein. Vous pouvez vous dire le lendemain vous ferez la suite. Deuxième chose que vous pouvez faire, c'est chose que j'ai faite moi-même. Utiliser l'énergie des dragons. D'accord? Le dragon est là pour vous mettre en lien avec votre lumière intérieure. D'accord? Votre lumière intérieure, c'est votre feu intérieur. C'est pour ça que le dragon, qui a une énergie de feu, pour la plupart des dragons, en tout cas, ils ont tous la possibilité d'utiliser le feu, même les dragons d'eau, même les dragons électriques. Ils ont tous la possibilité d'utiliser le feu. Après, vous pouvez avoir des dragons qui sont des dragons de terre, des dragons d'eau. Bon, c'est des détails, j'arrête. Ça peut vous aider vis-à-vis de votre signe. D'accord? Ou de vos attirances spirituelles. Moi, je suis très proche des guides de l'ombre, donc mon dragon, j'ai un grand dragon noir qui est hyper protecteur. Il est gigantesque. Je crois qu'il est plus grand que le pâté de maison qui est devant moi, là. Il est énorme. Et Game of Thrones à côté, c'est de la rigolade, quoi. Et il est tout noir. Il a des yeux rouges. Il est magnifique. Il est gentil. Il est protecteur. J'adore. Donc, c'est faire appel à un dragon. Voir mon dragon, il ressemble à quoi? Alors, vous pouvez peut-être avoir un petit dragon rigolo, mignon. Ça n'empêche pas qu'il est hyper puissant. Vous inquiétez pas, hein, d'accord? Et vous pouvez lui demander, révèle-moi ma lumière. Et là, ça va être une question de couleur. Il y a une couleur qui va apparaître en vous dans la visualisation. Souvent, c'est la même couleur que le feu qui sort de ses yeux ou éventuellement quand il crache du feu, ou l'énergie qui est autour de lui. Il y a quelque chose comme ça. Moi, c'est bleu. Moi, c'est du bleu. Ok? Alors, je ne l'ai pas vu sur le dragon, mais je l'ai vraiment quand je lui ai demandé montre-moi, révèle-moi mon énergie, ma lumière. J'ai vu du bleu à l'intérieur de moi, autour de mon cœur, une protection avec un feu bleu. Voilà, et j'ai fait waouh, trop fort. Et c'est ça que le pervers narcissique redoute le plus, parce que vous pouvez détruire la noirceur de cette personne qui empêche son âme de s'exprimer avec votre lumière. Comme un dragon. Ok? Et du coup, dans la visualisation, ce que je vous invite à faire, une fois que vous avez la couleur de votre énergie vitale, ou peut-être l'énergie, alors des fois ça peut être des étincelles, hein, peut-être c'est pas une couleur, moi c'est mon énergie vitale, c'est des étincelles, ok, très bien. Moi mon énergie vitale, c'est un feu vert, bon, moi c'est un feu bleu, ok. Moi c'est des fleurs, moi c'est... Ok,
tu prends comme ça se présente, d'accord? Montre-moi mon énergie vitale, vous demandez ça au dragon, montre-moi ma lumière, vous regardez et vous allez voir à l'intérieur de vous, comme si vous étiez les yeux du dragon qui vous regardait. Et il va vous montrer votre lumière. Une fois que vous la voyez, vous l'avez reconnue, vous la connaissez et donc vous pouvez la maîtriser. Il vous suffit de visualiser la personne en face de vous, si possible dans l'endroit où vous redoutez le plus de la rencontrer. Donc moi, c'est devant ma porte. Dans mon couloir, là, devant la porte d'entrée. Vous l'imaginez en face de vous et vous laissez cette énergie vitale monter, ok? Donc elle peut sortir par les mains, elle peut sortir par les yeux, elle peut sortir par la bouche, par le cœur, par n'importe quel chakra, ça peut sortir par le troisième œil, ça peut sortir de tout votre corps en même temps, peu importe. Et vous envoyez cette énergie sur lui. Mais, attention, c'est important. Là, vous n'êtes pas en train de l'envoyer pour qu'il la vole. Vous envoyez pour détruire l'ombre. C'est une arme. Vous êtes en train d'utiliser une arme. D'accord? Une arme de lumière. Donc ça ne fera pas de mal à l'autre. Ok? Et là, alors bien sûr, il y a des gens qui vont me dire oui, il faut demander l'autorisation à l'autre pour le libérer de sa noirceur. Si c'était pour un soin, pour faire du bien à l'autre, oui, mais là, c'est pas le but. Là, le but, c'est de vous libérer vous. Ok? Qu'il arrête de vous harceler, ou qu'elle arrête de vous harceler, de vous culpabiliser, voilà. Et donc, vous pouvez envoyer votre énergie en tant qu'arme, ok? Et vous allez voir qu'en fait, vous n'allez toucher que la noirceur de l'autre. Ok? Vous allez tuer le démon. Vous allez tuer le vampire. Vous tuez le démon. Je vous invite à imaginer que ces gens sont possédés et que vous tuez le démon. Voilà. Moi, ça m'avait impressionné parce que du coup, j'avais vu sa noirceur devenir comme de la cendre. Et je le voyais se décomposer en cendre comme ça. Et il m'a envoyé un message exactement au moment où j'étais en train de faire ça. Un message que je n'ai pas écouté, pas ouvert, parce que je ne veux pas retomber dans des discussions interminables où de toute façon j'aurai toujours tort. Ça sert à rien. C'est même pas la peine. D'accord? C'est pas la peine. Il attend que ça. Hein? Voilà, votre parent ou un autre pervers narcissique que vous voyez en ce moment n'attend qu'une réaction de votre part. Il faut que vous soyez en réaction. Donc, il vous envoie un message, il vous parle, il vous titille, il vous fait un reproche. Si vous ne répondez pas, ou si vous partez, bah, il n'a pas ce qu'il veut, voilà. Et puis c'est tout, et il perd de l'emprise. Voilà, bon, j'espère que mon exercice vous aidera. C'est un bel exercice. Donc vous pouvez le faire en 2 étapes, hein, je vous rappelle. Je vous remontre les... C'est le bordel dans mes cartes. Putain. J'ai perdu le... Voilà, le vampire. Je vous montre les étapes que moi j'ai vécues. Enfin, que je dois vivre, parce que pour l'instant, j'en suis à l'étape... je suis entre la 1 et la 2. Des étapes comme ça, donc ça c'est les miennes, mais je pense que ça va concerner beaucoup de gens. Donc on a le vampire. Donc ça c'est quand vous démasquez. Vous prenez conscience qu'il y a un vampire. Ok? Et que du coup il y a une part de vous qui est sous emprise et qui alimente la relation. D'accord? Donc c'est-à-dire qu'il y a une part de vous qui est en réaction vis-à-vis des reproches, la culpabilisation, etc. de l'autre. Okay? Qui croit que c'est réel. Qui croit que... Voilà. Je vais aller plus loin. Notez-le. Il y a une part de vous qui croit que parce que votre parent ou vos parents vous ont pas aimé, personne ne vous aime. Puisque ces gens représentent tout pour vous quand vous êtes un enfant. C'est-à-dire qu'ils représentent tout le monde. D'accord? Donc si vous vous êtes pas senti aimé, accepté, reconnu, vous avez l'impression que personne ne peut le faire. Donc ça c'est première étape. Voilà, moi je viens de passer celle-là. Ok. Deuxième étape, hop, le deuil, la solitude. Vous allez vous sentir seul puisque vous aurez, vous les verrez pas. Voilà, vous allez, ou alors vous allez arrêter de leur répondre, ou alors vous allez les voir mais sans aucun engagement émotionnel, juste pour faire des trucs
artificielle et pas vous engager du tout, quoi. Voilà. Donc c'est solitude, deuil. Vous faites le deuil de vos parents ou du pervers narcissique, puisque je le disais, un pervers narcissique en cache un autre. N'oubliez pas de remercier votre dragon d'ailleurs, hein, parce qu'il est là hein, quand vous avez besoin de lui. Troisième étape. Donc ça, c'est fusionner votre être intérieur et votre être extérieur. Arrêtez de choisir, c'est-à-dire arrêter d'être dans un coup le mental, un coup la créativité et l'émotion, quoi. Mais vous acceptez que, en fait, vous êtes les deux et que vous pouvez être les deux en même temps. Voilà. Vous n'avez pas à choisir. Et ça, c'est arrêter de créer une vie en éprouvette, c'est-à-dire que vous avez une vision fausse de la vie, il faut l'accepter, d'accord? Elle vous a été transmise par vos parents, ok? Voilà, vous avez une vision fausse de la vie, vous avez une vision fausse de l'amour, vous êtes en train d'essayer de forcer les choses pour que ça ressemble à ce que vous pensez que c'est la vie, les relations, voilà. Et on vous dit, non mais sors de l'illusion, arrête de croire que tu peux créer des relations comme tu en as déjà vécu, parce que ce que tu as vécu, c'est pas ça. C'est pas ça l'amour. Voilà. C'est pas de l'amour. D'ailleurs, vous savez quoi? Je vais être super honnête avec vous. Je vais vous lire le... Du coup, j'ai démasqué mes parents. Ça a rendu ma mère folle. Mais pas que. J'ai rompu, du coup, avec mon amoureux. Je lui ai écrit « Hello, j'ai pris du recul, j'ai ouvert les yeux. J'étouffe et j'ai vu que ça ne servait à rien de discuter avec toi, alors j'ai pris une décision. Je suis une bonne personne. La panthère ne veut plus être dressée à travers un système récompense-punition, ni se sentir dévalorisée. Je veux être en paix, je reprends ma liberté, on ne se doit plus rien. Je te souhaite de trouver le bonheur à l'intérieur de toi, dans ton cœur, et de régler ce que tu as à régler. Au lieu de profiter de moi sans me respecter. Parce que c'est pas ça l'amour. » Voilà. Et j'ai eu droit à un audio en réponse de 2 minutes 30. 2 minutes 30 de reproches, énervement. Il est devenu fou. Il est devenu fou, mon ex. Voilà. C'était ma petite histoire. Ah oui, je voulais vous dire un truc aussi. Mon père, tout à l'heure, quand on a rendu le camion du déménagement, on est rentré du coup avec ma voiture, puisqu'on rendait le camion au Super U. Comme ça, je vous dis tout. Et j'avais une couverture de mon cheval qui était un peu pleine de crottins dans un sac dans ma voiture, donc ça sentait un peu le cheval. Et mon père, il me dit... Oh, il descend, il monte dans ma voiture en fait, et il fait oh, qu'est-ce que ça pue dans ta voiture. Et il me fait ah, ça sent le chien, ça sent le cheval. Alors que je lui avais dit fais pas attention à l'odeur, j'ai une couverture. Et là il me fait mais qu'est-ce que ça pue dans ta voiture. J'étais là, je viens de lui dire que j'ai une couverture, il est con ou quoi. Et j'étais ah mais non c'est vrai. C'est vrai, non c'est pas qu'il est con, c'est qu'il est malsain. Bon. Il est malsain. Il faut qu'il me fasse un reproche. Donc là c'est l'occasion idéale pour lui. C'est juste ça, voilà. C'est juste ce qu'il faut se dire. Hein. Il faut qu'il me fasse un reproche. C'est pas contre moi. Il peut pas s'en empêcher. C'est compulsif. Bon. Et il me dit, et là il commence à me comparer aux autres. Et ça c'est un truc que j'ai oublié de vous dire. Un parent, toute personne avec qui vous avez une relation toxique, toute personne qui a une emprise sur vous, qui essaye de vous dresser, parce que c'est bien le cas, toute personne comme ça va vous comparer aux autres. Mon ex, c'était comme si t'es pas assez comme celle-là. Regarde, elle est jolie. Regarde, elle est mince. T'étais mince comme ça avant. Pourquoi t'es plus comme ça ah, j'aime bien cette femme. Elle est rigolote. Pourquoi t'es pas plus... Pourquoi tu lâches pas un peu plus? Pourquoi tu te lâches pas un peu plus? Voilà, c'est que ça. Et moi, mon père, il m'a dit... Donc, ça sentait dans ma voiture. Et il me dit... ça me fait penser à la voiture de ton oncle Fabrice, quand il avait 5 chiens. Moi j'ai juste un chien, un cheval.
Mon chien, je suis désolée, mais le coffre ne sent pas le chien. Tout se passe bien, je mets du Febreze régulièrement. Non, ça pue pas en fait dans ma voiture. Il y a juste le fait que j'avais une couverture de cheval qui sentait pas bon, qui était dans ma voiture. Et je l'ai prévenu pourtant. Et après, il me sort, oui, puis c'est comme Philippe. Mais lui, il a carrément ses chiens qui dorment dans sa voiture. En fait, il laisse la voiture ouverte et ses chiens, ils dorment dedans la nuit. On est... Ce n'est pas comparable en fait. Je n'ai pas 5 chiens dans ma voiture. D'accord, qui vivent dedans. Je ne laisse pas à mon chien la possibilité de dormir la nuit dans la voiture tous les soirs. Ok, ce n'est pas comparable. Donc voilà. Voilà, on va dire ça. Le pervers narcissique va comparer ce qui n'est pas comparable. Voilà. Et il va vous faire croire que vous êtes un gros dégueulasse. Ou que vous êtes une mauvaise personne. En tout cas, vous ne serez jamais assez bien. Voilà, on va s'arrêter là, ça fait 1h30, je trouve que c'est très bien 1h30. C'est le temps de mes séances. Alors je fais 1h ou 1h30. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pas dit? En tout cas, si vous avez besoin... Oui, je parle pas... Moi, je me vends pas. Hein. Je me vends pas assez, je parle pas beaucoup de mes séances, de mes... Je me vends pas beaucoup. Mais en fait, il faut parce que vous êtes nombreux à vivre des choses difficiles dans votre vie. Vous vivez des relations flammes jumelles, vous vivez des relations toxiques, que ce soit avec un conjoint, avec des parents. Les relations flammes jumelles, des fois, ça arrive que ce soit toxique aussi. En tout cas, c'est pas un parcours de santé, hein, ça je peux vous le dire. Et ben, moi, je peux dire que ça. Je peux dire, je suis là. Je suis là, je propose, maintenant là, j'ai pas encore mis sur le site internet, mais depuis peu je propose des séances spéciales pour les flammes jumelles. Voilà, où vraiment on va traiter de ça, on va faire beaucoup des exercices de visualisation du lien, parce que vous êtes énormément focalisé sur votre flamme jumelle et pas sur le lien. C'est le lien qui l'emportera. Tu vois, je sais plus qui chantait Le vent l'emportera. C'est pas ta flamme jumelle qui va t'écraser, c'est pas toi qui va changer ta flamme jumelle ou je sais pas quoi, c'est le lien qui prime. Et le lien, il est neutre. Tu vois, c'est comme ça. Voilà. Et le lien, il est indomptable. Et le lien, il est là pour te faire avancer. Voilà. Et ta flamme jumelle, elle n'a peut-être pas conscience du lien, mais il faut juste laisser le lien être ce qu'il est. C'est ce que j'aide à vivre dans les relations flamme jumelle pour être en paix. J'aide aussi à mieux comprendre les étapes, les mécaniques, comment rattraper les étapes qui ont un peu foiré, hein, parce que c'est vrai qu'il y a un cheminement, hein, et des fois, il y a une étape du cheminement, on a tellement foiré qu'on se dit putain, je vais perdre ma flamme. Non, tu peux pas perdre ta flamme, je te rassure. Et le processus va se représenter. Mais pour ça, il faut que tu sois prêt pour le revivre. Je propose énormément aussi de séances qui permettent de retrouver confiance en soi, de retrouver son positionnement. Et dans mes séances, moi je m'adapte vraiment aux gens. Il y a des gens avec qui on va faire des tirages. Voilà, parce que ça leur parle, parce qu'ils en ont besoin, parce qu'ils en ont envie. Il y en a d'autres à qui je vais apprendre à faire leur propre tirage, parce qu'ils ont besoin d'avoir des réponses par eux-mêmes, et génial. Il y en a d'autres que je vais aider à décrypter un livre important pour eux, voilà, qui les aide à se retrouver. Ok. Il y a d'autres personnes avec qui on va travailler avec le cheval. Il y a d'autres personnes, je vais les aider à travailler avec leurs propres animaux. C'est leurs animaux qui... Je vais leur apprendre la communication animale, en fait, tout simplement. Il y a des personnes que je vais faire voyager, je vais les aider en état de conscience modifié à guérir des parties d'eux-mêmes, à voyager dans leurs sentiments, mieux les accepter, mieux être en paix. Voilà. Et des personnes, je vais les aider à développer leur intuition. Donc, le but, c'est de guérir. Le but, c'est de guérir ce qui n'a pas été guéri, c'est-à-dire guérir ce qui a reçu de la peur. Trop de peur et pas assez d'amour, voilà. Hein. Voilà, et le terme du trauma est important. Il y a des personnes qui ont des traumas, voilà, dans certaines parties d'eux-mêmes, dans le cœur, dans la tête. Il y a des gens qui sont traumatisés mentalement.
Ils peuvent plus réfléchir, quoi. Et leurs pensées, elles partent n'importe où, n'importe comment. Le cerveau est traumatisé. Il y en a d'autres, ils ont le cœur traumatisé. Il y en a d'autres, ils ont le corps traumatisé. Hein, ouais. Vous pouvez avoir des souvenirs refoulés aussi. Quand on a des parents pervers narcissiques, ou en tout cas une relation pas saine, bah, il arrive qu'il y ait des attouchements sexuels aussi. Hein. Vous avez peut-être vécu un viol ou des choses comme ça. Je vous invite à vraiment à consulter quelqu'un. Je vous invite à réserver une séance avec moi ou peut-être à entrer dans le cœur de panthère pour pouvoir justement mieux vous connaître, savoir comment activer votre pouvoir de guérison parce que ça peut vous pourrir la vie, ça peut même vous coûter la vie. Ça peut vous coûter la vie. Il y a des gens qui me regardent, qui sont dans le groupe, je le sais, qui sont pour certains dans des syndromes d'automutilation, d'autres qui se demandent s'ils vont pas se suicider le lendemain. Enfin, il y a des gens qui sont vraiment dans des états de stress, d'angoisse, de dépression. Vous n'êtes pas obligé de vivre ça, je dois vous le dire. Vous n'êtes pas obligé. Moi, j'ai cru pendant longtemps que c'était normal, parce que j'avais vécu ça toute mon enfance, parce que j'ai grandi là-dedans. Je me suis construite à travers la dépression, le stress, etc. C'est normal, j'étais dans un environnement toxique. Comment tu veux grandir normalement là-dedans? Voilà. Et il y a des gens qui se sont tellement adaptés à l'environnement toxique qu'ils deviennent toxiques pour eux-mêmes. Ils s'aiment pas, ils se détestent, ils se culpabilisent, ils s'en veulent au moindre truc, ils sont hyper exigeants. Voilà. Donc, vous n'êtes pas obligé de vivre ça. Voilà. C'est tout. Vous n'êtes pas obligé. À vous de considérer que non, ce n'est pas normal, que vous avez envie d'être libre. Vous voulez être libre, vous voulez être heureux, comme toute personne en a le droit sur cette planète Terre. Voilà. Et qu'il n'y a pas vous et les autres. Moi, et puis il y a les autres. Il y a moi qui vis ma dépression, mes angoisses, mes trucs, puis il y a les autres qui sont heureux, qui profitent de la vie, qui sont en couple, qui ont des enfants. Et puis moi je vis ma relation flamme jumelle pourrie et destructrice là, et puis je suis dans une dépression et je sais pas quoi, enfin, oh, vous avez le droit au bonheur vous aussi. Voilà. Si moi j'ai réussi à trouver le bonheur, je crois que tout le monde peut trouver le bonheur. Hein. Avec le nombre de relations toxiques que j'ai eues, de violences, les abus sexuels, le viol, le burn-out. J'ai eu 5 tumeurs au cerveau. J'étais épileptique. Mes collègues, mes camarades de classe se foutaient de ma gueule parce que j'étais épileptique. J'ai vécu le harcèlement scolaire. J'ai pas tout en tête, mais... Voilà. Hein, donc vous pouvez. Coucou Inès. Coucou Inès. Bah, t'arrives à la fin du live. Là, j'ai fini. En fait, on a parlé de savoir est-ce que j'ai eu une relation toxique avec mes parents. Voilà, parce que beaucoup de gens le vivent sans le savoir. Beaucoup de gens ont les symptômes en tout cas, et la difficulté c'est d'en prendre conscience du manque d'empathie, manque d'écoute, manque de reconnaissance que ses parents ont eu envers soi-même, de comportements destructeurs, etc., de reproches, d'essayer de nous mettre dans une boîte, d'avoir un contrôle sur nous, de nous faire culpabiliser d'être nous-mêmes, de pas nous aimer pour ce qu'on est à l'intérieur, mais uniquement pour ce qu'on est à l'extérieur. Elle est bonne en sport, elle a des bonnes notes, elle sourit, elle est en forme. Voilà, c'est ça. Mais les sentiments, tout ça, ça les intéresse pas. La créativité. Ce sont des parents, par exemple, souvent qui ne regarderont pas vos dessins. Voilà. Exemple. Sauf si ce sont des dessins qu'ils pourraient montrer à leurs amis. Puisque vous êtes un faire-valoir.
avec des parents toxiques. Hein, ils veulent être rassurés sur le fait qu'ils sont des bons parents et qu'ils ont une bonne image de parents en tant que parents. Voilà. Être parent, pour eux, c'est un statut qu'il faut réussir. Donc on a parlé de tout ça. On a parlé de comment récupérer son énergie vitale qui a été soit volée par l'autre, soit qu'on a donnée par dépendance affective. On s'est dit, voilà, je donne mon énergie vitale, c'est inconscient, hein. C'est complètement inconscient, mais je donne mon énergie vitale et en échange, il me donnera peut-être un peu d'amour et de reconnaissance. Ben non, ça marche pas. Ça marche pas comme ça. Donc on a vu comment récupérer des bouts de son âme, utiliser sa lumière et voir sa lumière avec l'aide des dragons. Donc je t'invite à regarder le replay Inès. Voilà, en tout cas je t'embrasse fort. Héloïse, je te remercie beaucoup pour ta participation, la lumière, tout ça. Merci Mélodie d'avoir été là, merci Gwen, merci Maude, merci Anthony, merci Karine. Tac tac, je crois que j'ai remercié tout le monde. Et je remercie tous les gens qui verront le replay. Je vous invite vraiment à partager là dans les commentaires ce qui a été déterminant pour vous, dans quoi vous vous êtes retrouvés. Dites-nous aussi, tiens, comment ça s'est passé votre exercice avec les dragons. Voilà, l'exercice de visualisation que je vous ai donné en 2 étapes. Dites-nous ce que ça a donné. Qu'est-ce que les cartes vous ont inspiré? Peut-être que la carte du vampire a créé un déclic chez vous. C'est possible, hein? C'est possible. En tout cas, moi, ce que je vais faire là, je vais faire un post où je vais donner les 5 étapes. Je vais donner les 2 alliés pour la première étape. Je vais vous donner les textes qui vont avec. Et je peux vous dire que si vous vous dites, je fais la première étape. La première étape, elle dure entre 3 et 5 jours. Mais normalement, 3 jours, ça suffit. Chaque étape dure à peu près 3 jours. Sauf le deuil qui dure un peu plus longtemps, je crois. Mais ce sont des prises de conscience, voilà. Donc je vais faire un post où je vais mettre ça, d'accord? Et puis vous me direz ce que ça vous a évoqué. Et puis je vais faire un autre post où je parlerai de l'énergie, de comment retrouver son énergie vitale quand on a été avec une personne toxique et justement de demander l'aide de son dragon pour ça. Voilà, bon. Je compte sur votre participation dans les commentaires, j'en ai besoin parce que vous savez quoi, moi, j'ai besoin de savoir que ce que je fais n'est pas inutile, que ça vous aide, parce que je fais ça pour moi parce que j'aime ça, hein, et parce que je suis une messagère donc je peux pas trop m'en empêcher en fait. Mais je fais beaucoup ça pour vous, c'est-à-dire que derrière moi j'ai besoin de savoir est-ce que là, ce message-là, il a porté ses fruits? Est-ce qu'il a aidé des gens? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? En fait, moi, je me rends pas compte de l'impact de ce que je dis, ni de l'impact de mon énergie ou de ma façon, de ce que je peux vous inspirer. Donc voilà, n'hésitez pas. Et je peux pas, j'ai pas de recul. Moi, je vois ma tête là, tu vois, je vois mes yeux, tout ça, je vois ça, ma façon de bouger, de parler, mais je sais pas ce que ça génère chez vous, hein. Voilà. Bon, je vous souhaite une belle soirée, je vous embrasse fort.